Ok. Dans le cours précédent, nous avons vu les différents contextes. Cette fois, nous allons voir un peu l'interface. Ok. Houdini a une interface assez intéressante, je trouve. Elle est très dynamique, elle est elle est très moderne. D'abord, si vous allez sur le site de SideEffects, si vous n'avez pas Houdini, bien sûr, vous allez sur le site de SideEffects, euh, qui est bien sûr euh, side euh, sideeffects.com. Ok. Vous allez sur leur site, vous allez pouvoir télécharger Houdini et puis vous l'installer. Donc, quand vous allez l'installer, bien sûr, vous aurez d'abord le- cette couleur, light. Voilà. Quand vous installez Houdini pour la première fois, voici la couleur que vous aurez. Ok. Certains préfèrent comme ça. Moi, je préfère la couleur sombre. Donc, je vais remettre à dark. Voilà. Maintenant, quand vous avez l'interface, bien sûr, vous avez ici le menu qui vous permet d'ouvrir, etc., d'enregistrer des projets. Quand nous allons arriver au projet, pour m'en parler, nous allons faire ceci. Et puis, ici, vous avez d'abord là en haut le shelf qui est un peu l'étagère, qui a certains outils pour vous, des outils déjà, on va dire, déjà préfaits. Parce que tout ce qui est faisable ici est faisable au travers de différentes autres opérations, surtout en utilisant tabulation au niveau de votre clavier. Ok. Ça vous permet d'avoir beaucoup plus. Ok. Ça, ce n'est qu'un résumé. Donc, par exemple, pour créer une boîte ou un box, tout ce que je fais, c'est je clique et je viens dans l'interface et j'ai la possibilité de placer ma boîte où je veux. Ok. Et comme me montre le petit indicatif là en violet, ok, select position for box or hold shift to move off the construction plane. Là, par exemple, quand je déplace, vous voyez que les différentes valeurs changent, X et Z changent, mais Y ne change pas. Donc si je veux placer là 0, 0, je peux. Ou bien en appuyant sur Shift sur mon clavier, ça me permet de monter en hauteur. Ok. Ça me permet de monter en hauteur. Là, si je me déplace, que je fais, voilà. Vous voyez par exemple que en utilisant Shift, je peux descendre, je monte. Bon, bref, je pose ma boîte là. Ok. Et ici, j'ai l'interface qui s'affiche. Bon, maintenant, nous avons remarqué quelque chose. Et je vais vous en parler tout de suite avant que nous n'allions plus loin. Ok. Je vais supprimer ça. Vous voyez ici ces numéros 1, 1, 1 par exemple. Bon, avant d'abord sur d'autres choses. Ça, c'est un peu plus complexe. Je vais vous en parler un peu plus tard. Donc, vous avez le shelf ici qui vous permet de faire certaines opérations. OK. Des opérations comme celle-ci. Donc, je peux mettre une boîte. Et puis, je prends mon outil de sélection. Je sélectionne une primitive. Je sélectionne. Je vais sur l'extrusion. Je déplace. OK. Je reviens, je fais une autre sélection, je fais une extrusion. Ok. Vous pouvez travailler comme ça, mais c'est très, je dirais très anti-Houdini de travailler de cette façon. D'accord. Mais pendant que vous faites, ok, Houdini va placer tous vos notes pour vous. D'accord. Donc je vais supprimer toutes les opérations que j'ai faites. Donc vous avez donc le shelf qui vous permet de faire un certain nombre d'opérations, également de poser vos lampes, vos lumières. Ok. On va en poser là. Déplacer. Ok. Et roter. Bon, bien sûr, pour un point light, ça n'a aucune importance de roter. Ok. Mais pour quelque chose comme un spotlight, ok, quelque chose comme un spotlight, c'est important de pouvoir roter. Ok. Je supprime. Donc, et puis il y a d'autres outils, outils de particules, de grains, etc., etc., etc. Ça, c'est le shelf. Après, vous avez les viewers, ou bien les views. Ça, c'est la vue 3D, par exemple, qui nous permet de voir notre univers 3D.
Nous avons d'autres vues ici. Le Render View qui nous permet de voir des rendus. Le Composite View qui nous permet de voir nos composites. Si nous allons, je vais chercher le précédent fichier. Nous avions, voilà. Vous voyez ici, j'ai un Composite View qui me permet de voir ce qu'il y a dans mes composites. Ok. Je vais dans Image. Ok, ça me permet de voir ce qu'il y a dans mes composites. Et puis j'ai le Motion Effects qui me permet de voir où est-ce que je l'avais mis celui-là. Bon, je vais aller sur le Tree View un instant. Ça va me permettre de voir exactement où est-ce que je m'y crois. En affichant uniquement les chops. Je crois que je l'avais supprimé. Je l'avais supprimé. Donc, c'est pas grave. Je vais créer un autre. Je vais créer un shotnet. Je vais placer un noise, par exemple. Voilà. Ça, c'est le Composite View. Ça, c'est le Motion Effects View, pardon. Geometry Spreadsheet, ceci nous permet de voir les informations concernant la géométrie des objets. Ok, ici par exemple nous avons un tore. Ok, et qu'est-ce que le Geometry Spreadsheet nous dit? C'est que si nous regardons sur le point, nous avons 288 points. Ok, puisqu'on commence à compter à partir de 0. Nous avons 288 points et il nous dit que les positions en X c'est ça, la position en Y, les positions en Z c'est ça. C'est très important le Geometry Spreadsheet. Quand nous allons aller plus loin dans la formation, nous verrons que des points peuvent avoir beaucoup plus d'informations, pas seulement les points d'ailleurs, même les vertex ou même les primitives. Les primitives peuvent avoir plusieurs attributs et le Geometry Spreadsheet qui est appelé le Details View, avant la version 14, nous permet d'avoir toutes ces informations-là. Juste pour vous montrer un exemple comme ça, si je détache ça, je secoue et je détache, si j'ajoute par exemple un color, disons que j'ajoute couleur aléatoire, random, $pt, color type, random. Attends un peu. Est-ce que random $pt, bizarre, quelque chose m'échappe. PR P. Oh, you see this. A polygon. I have 1 point. 280 points. C'est très bizarre ce qui se passe. Bon, on va pas utiliser ça. On va utiliser un point. Je disais que si je mets par exemple, je crée par exemple des couleurs. Ok. Rand $pt. Oups, je vais faire CTRL-C. Je fais CTRL-V. Et puis je fais CTRL-V. Et puis je fais... voilà. Disons par exemple que j'ajoute comme ça des couleurs à mes points. Ok. Donc le Geometry Spreadsheet me permettra, vous voyez que tout à l'heure, en regardant ici, je n'ai que les positions. Ici, j'ai aussi les couleurs. Cela me dit que la couleur, le point numéro 0 par exemple, a ces différentes valeurs de couleurs. Ok. Et on peut ajouter beaucoup d'autres attributs, comme faisons un facette par exemple. Facette,
Et si j'ajoute des post-compute normals, nous voyons qu'en plus des couleurs, nous avons maintenant les normals. Et on peut ajouter beaucoup plus, et beaucoup plus. Il y a tellement d'attributs. Donc le Geometry Spreadsheet nous permet d'avoir des détails sur les différents objets et de pouvoir parfois faire on va dire du troubleshooting, hein. C'est-à-dire que s'il y a un problème, on peut descendre là pour voir quels sont les différents problèmes suivant une géométrie en regardant les différents attributs des points. Et parlant des attributs, nous allons dans le prochain cours voir exactement ce que sont les attributs. Ok. Donc voilà ce qui concerne les viewers. Et bien sûr, hein, il y a d'autres ici. Nous pouvons par exemple transformer ceci en autre chose, channel list, etc. Il y a beaucoup d'autres vues. Ok. Et chacun nous permet de voir quelque chose de différent par rapport à notre scène, par rapport à notre session Houdini. Maintenant, nous allons ici sur la barre de gauche. Et quelque chose d'intéressant aussi, c'est que hein, au-delà de ces éléments, nous avons ceci qu'on appelle des toolbars. Ça nous permet en cliquant dessus hein, de ranger un peu les différents outils et d'avoir un peu plus d'espace ailleurs. D'accord? Donc maintenant nous avons ici la barre de gauche. La barre de gauche contient, nous avons aussi la barre de droite, nous verrons la barre de droite plus tard. Ok, désolé pour cette petite coupure. Donc où en étions-nous? Voilà. Donc nous avons ici les différents modes de sélection. Ok, ça c'est pour les objets. Ok, et ça nous permet de choisir ce que nous pourrons sélectionner dans notre espace. Ici nous pourrons sélectionner des objets ou bien pas. C'est-à-dire qu'une fois que cet objet est désélectionné, par exemple, je ne peux pas le sélectionner dans l'espace 3D. Ok, je peux le sélectionner là, mais je ne peux pas le sélectionner là. Par contre, s'il est actif, je peux le sélectionner et ensuite faire des opérations quelconques. Plus bas, c'est, même si en général, hein, vous vous rendrez compte que vous n'aurez presque jamais à venir ici, sauf bien sûr dans certains cas particuliers. Ici, nous avons les différents modes de sélection géométrique. C'est l'équivalent des Edit Mode et des Component Mode dans d'autres logiciels. En faisant un clic droit, okay, on peut sélectionner des points. D'accord. On peut sélectionner les primitives. Ici, les faces ou les primitives. Primitive aussi peut signifier autre chose dans différents contextes. Et puis nous pouvons sélectionner des vertex. Des vertex en fait qui sont des références à des points. C'est pour ça que pour chaque point par exemple vous verrez 4 vertex. D'accord. Il est important de savoir que dans Houdini, vertex c'est l'équivalent de point. Pardon, dans Houdini c'est l'équivalent de vertex dans d'autres logiciels comme Maya et comme 3ds Max aussi, je crois. Donc ici, nous parlons de points à la place de vertex. Les vertex ici parlent de complètement autre chose. Vertex ici, c'est l'équivalent de UVs par exemple, dans Maya. Okay. C'est carrément des références à des points, mais qui sont beaucoup plus utiles quand on est dans le UV space ou dans le geometry space, si on veut. C'est-à-dire quand on travaille sur les UV et quand on veut, quand on est dans un mode, on va dire, paramétrique de l'objet, c'est là où les vertex sont importants. Mais sinon, en général, vous aurez plus à faire aux points, aux primitives et aux edges. Et ici, c'est la sélection d'objets dynamiques. Ok, si on avait une simulation dynamique, nous pourrons déterminer quel type de sélection nous pourrons faire. Maintenant, l'un des points, on va dire, délicats avec Houdini, c'est que en général, les gens ne comprennent pas trop comment fonctionne l'outil de sélection. Parce que très souvent, Houdini est dans cet outil-ci, qui est le Show Manipulator Tool. Et c'est quoi en fait cet outil? C'est pas vraiment un outil, mais c'est beaucoup plus un état. Un état, qu'est-ce que je veux dire? Quand par exemple, je crée mon tore, d'accord, je suis dans cet outil. Et c'est grâce à cet outil que j'ai ces ensembles d'éléments. Je suis dans un état de création. Et c'est pour ça que je suis là. Si je viens par exemple ici, et que je vais en mode point par exemple, je désélectionne, vous voyez que je n'ai aucun de ces outils-là. J'ai mon tore qui est sélectionné. Je peux faire des opérations. Mais je ne suis pas on va dire dans l'état
que cet outil me donne. Mais en allant là, par exemple, j'ai accès à l'ensemble des outils particuliers à cet opérateur-là. Un peu difficile à expliquer quand on vient d'un autre logiciel parce qu'il n'y a pas vraiment l'équivalent dans d'autres. Mais ceci est un... Je vous montre un autre exemple, d'accord? Supposons que je me connecte à ça, par exemple, et que je suis dans un mode de transformation. D'accord? Je suis ici. Si je suis ici, par exemple, je suis en mode de transformation, mais je ne vois pas l'outil de transformation. Mais quand je lui dis de me montrer le manipulateur associé à ce node, il me montre ça. Et cela me permet donc de faire des opérations que cet opérateur me permet de faire. La même chose ici, je peux faire des opérations que cet opérateur ou que ce node me permet de faire. Par contre, l'outil de sélection est complètement différent parce que il me permet, quel que soit le manipulateur que j'ai en face de moi ou que j'ai déposé, de faire des sélections. Donc, il est vraiment que pour des sélections et ensuite, maintenant, de pouvoir faire des opérations dessus. D'accord? Des opérations comme celle-ci, ok, qui est de déplacer, des opérations comme la rotation, ok, et bien sûr l'agrandissement. Donc, nous verrons ça plus tard, la différence et la nuance, d'accord, mais il faut comprendre qu'à chaque fois, si vous essayez de faire quelque chose dans votre interface, et que pour une raison ou une autre, vous essayez, par exemple, vous essayez de faire une sélection et que ça ne donne pas, ok, il faut poser la question, est-ce que vous n'êtes pas ici, afin de pouvoir revenir ici pour continuer à faire ce que vous vouliez faire. Ensuite, nous avons les outils de magnétisme ou de snapping, hein, snap to grid, snap to primitives, snap to points and snap to multi-snapping en général, hein, quel que soit le snapping ou le magnétisme que nous voulons faire. Et puis, maintenant, l'autre important, c'est le view manipulator. C'est grâce à ceci que nous pouvons, par exemple, nous déplacer dans notre environnement 3D. D'accord? Donc, si je suis là, par exemple, ok? Si je suis ici, par exemple, ok? Et je ne peux pas me déplacer dans mon interface, d'accord? À moins que j'utilise le bouton espace ou Alt de mon clavier comme manipulateur, comme modificateur, pardon. Maintenant, je peux me déplacer en utilisant le bouton gauche pour tumble, le bouton du milieu pour pan et le bouton de droit pour faire des zooms. Ok. Maintenant, en sachant que même quand je suis en mode sélection ou quel que soit l'outil dans lequel je suis, en appuyant sur, regardez bien l'outil, en appuyant sur espace par exemple, ou bien sur Alt, cet outil est automatiquement sélectionné et cela me permet donc de faire l'opération et quand je laisse mon bouton, de rentrer dans l'outil dans lequel j'étais au préalable. Maintenant, ça c'est le Render Region Tool pour ceux qui viennent de Softimage par exemple. Hein, cela vous permet, en dessinant dans l'interface, d'avoir une portion de rendu. Il est possible que cela ne s'affiche pas chez moi parce que j'ai un petit souci avec mes paramètres, mais chez vous, ça devrait aller, hein, pour certains. Okay, donc, en cliquant là, j'ai l'aperçu d'un tout petit espace de mon 3D View en rendu ici. Okay, bien sûr, avec des paramètres me permettant soit d'agrandir, soit de fermer. Et ici, c'est le inspector qui me permet d'inspecter un objet, par exemple, et d'afficher différentes informations. Par exemple, je peux demander, si j'inspecte les primitives, par exemple, ok, de cet objet, d'avoir des informations comme par exemple son numéro. Vous voyez comment le numéro change. Là, j'ai le 248, j'ai le 260, et etc. Primitive Inspector, depuis la version 13 de Houdini. Et bien sûr, ça, c'est le Flipbook qui nous permet d'avoir l'équivalent du Play Blast de Maya, qui nous permet d'avoir une sorte quand on fait une animation, ok, quand on fait une animation, parfois,
ou une simulation, parfois l'interface est tellement lente qu'on a du mal à juger de la réelle vitesse de la simulation. Ok, on peut utiliser ceci pour faire une sorte de rendu du viewport, une sorte de rendu du viewport qui nous donne accès à disons, voir l'animation en temps réel. Ok, et ici, on peut donc faire nos rendus. Ok, je peux faire un clic droit et je demande un view mantra qui va me donner un rendu de la vue actuelle. Ok, on va permettre à mplay de se lancer et puis de nous donner un view. Ok, donc pour un rendu, on utilise ça en sachant que on peut parfois avoir plus d'un mantra. Mantra, le c'est le moteur de rendu de Houdini. Je peux déposer plusieurs mantras ici. Ok, je peux déposer plusieurs mantras. Voilà, donc ici j'ai mon mantra IPR, j'ai mon mantra 1, j'ai mon mantra 2. Disons que je peux changer mon mantra 1, d'accord, pour par exemple rendre avec du ray tracing, mon mantra 2, pour par exemple rendre avec le micropolygon. Ok, chacun ayant ses avantages, et nous verrons plus tard quand nous allons étudier le rendu. Ici, par exemple, on peut faire du PBR, par exemple. Ok. Maintenant, si je veux donc à n'importe quel moment utiliser n'importe lequel de ces différents mantras, d'accord, je fais un clic droit ici et j'ai l'accès aux différents mantras. Donc, je fais un rendu, par exemple, avec le mantra, pour bien le nommer, je peux appeler ça mantra Ray Trace. Et celui-ci, c'est le mantra micropolygon. Micropoly. Voilà. Micropoly. Voilà, donc je peux sélectionner ici lequel je veux utiliser pour voir ce que je veux voir. Ici en bas, bien sûr, nous avons notre timeline, d'accord, qui nous permet de faire nos animations, le forward, le stop, le backward, etc. On rentre au début, on va à la fin, etc. etc. Ici, nous avons le keyframe automatique. Ok, ça veut dire qu'en mettant là, si bien sûr cet objet a une animation et que je viens là, si je déplace, il me met automatiquement, c'est pour ça que vous voyez le vert, il me met automatiquement le point clé. Ok, je déplace, il me met automatiquement le point clé. Ça, c'est assez familier pour ceux qui connaissent la 3D. Et maintenant, ici, c'est le temps réel. Nous voulons jouer en temps réel. Ici, c'est le looping. Bon, bref, vous pouvez vous-même parcourir l'aide de Houdini pour avoir tout ça, comprendre comment tout ceci fonctionne. Hein. Je vais ensuite vous montrer, voilà, nous pouvons entrer à ceci. Maintenant, une autre particularité de l'interface de Houdini, c'est en fait que nous pouvons en fait lier des vues ensemble. Qu'est-ce que je veux dire? Supposons que, disons que je désactive ça, no link. Supposons par exemple, comme je peux le faire, permettez que je vous trouve un scénario intéressant. Ok. Supposons par exemple que j'ai un chop node ici. D'accord. Ok, j'en avais déjà. Je vais utiliser celui-là. Ok. Maintenant, regardez quelques instants. Vous voyez que à chaque fois que je pars, vous voyez qu'à chaque fois, ok, que je pars d'ici à là, mon afficheur de paramètres suit ce que je fais ici en bas. Donc si je reviens là, ok, je clique, il change. Je clique, il change. Supposons pour une raison quelconque que je ne veux pas que celui-ci change, d'accord. Je l'épingle, ok, à sa position, à ce qu'il était en train d'afficher. Ce qui veut dire que quels que soient les changements que je fais, d'accord, il ne changera pas, il restera là. D'accord. Maintenant, si je veux par exemple qu'il suive une fenêtre quelconque, bon, maintenant tout se passe normalement. Supposons par exemple que je veux par exemple aller dans les DOPS, ok, et quand je vais dans les DOPS, voici un exemple
intéressant. Euh, je veux que ma vue 3D ne change pas. Parce qu'en ce moment, je suis en train de voir ce qu'il y a dans ma scène. Quand je vais dans le DOPS, ma vue 3D change automatiquement pour me montrer l'opération que je fais ici dedans. Supposons que je veux par exemple pas que cela se passe. Ok? Je peux par exemple décider d'épingler ceci. Ok? Et quand je rentre dans les DOPS, il ne change pas. Ce qui fait que je peux travailler dans les DOPS tout en voyant ce qui se passe au niveau de la scène. Par exemple, quand je suis dans les DOPS, par exemple, par défaut, hein, vous aurez ça, Ghost of Objects. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si je suis dans un objet, par exemple, Houdini va, on va dire, va muter les autres objets qui sont dans la scène. D'accord? Il ne va pas... Donne-moi un instant, je vais cacher mon skylight et mon sunlight. Bien, je vais carrément les supprimer. Voilà. Si par exemple je suis dans un objet, disons par exemple cette boîte, ok? Supposons que je sois dans cette boîte, par exemple. Voilà. Vous voyez un peu ce qui se passait si j'ai pas fait attention à ça. Par défaut, Houdini va essayer de, on va dire, de ghost ou bien d'occulter un peu les autres objets différents de celui sur lequel je suis en train de travailler. Ok? Ça veut dire que je peux travailler ici. Je peux travailler ici par exemple et je peux faire des opérations. Ok, calme-toi, 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 monsieur. Voilà encore mon interface qui me lâche. Donne-moi un instant, s'il vous plaît, je vais redémarrer et puis je vais revenir quand l'interface va se ranger. Ok, supposons par exemple que je fasse une opération comme celle-ci, d'accord? Je déplace ça, par exemple, et que, voilà, nous constatons que les autres objets sont un peu comme occultés, d'accord? Ça, c'est le comportement par défaut. Je peux aussi choisir de les afficher normalement, mais l'erreur ou la tendance que j'aurais, par exemple, c'est d'aller vouloir cliquer ici, de me rendre compte que rien ne se passe, ok? Là, il a dû sortir parce que j'ai double-cliqué. Mais par défaut, il va rester comme ça ou bien caché. Donc, je peux être dans un objet et je ne vois pas les autres objets. Ok? Donc, je remets au comportement par défaut. Donc, je peux être dans un DOP par exemple et il va me suivre dans le DOP pour m'afficher ce qui s'y passe. Si je ne veux pas qu'il me suive, j'épingle ça au niveau des objets. Ok? Ce qui fait que même quand j'entre là, celui-là, il ne bouge pas. Ou bien, je peux décider qu'ils me suivent. D'accord? C'est-à-dire, je peux décider de faire qu'une vue, par exemple, accompagne l'autre en faisant, par exemple, 9 liens. D'accord? Donc, je peux, par exemple, mettre celui-ci au 2. Je mets celui-ci au 2 aussi. Si celui-ci est au 1, ok, les changements de ceci ne vont pas affecter celui-là. Ok? Les changements de celui-ci ne vont pas affecter celui-là. Ok? Mais par contre, les changements que je fais ici seront affectés par cette vue-là. C'est un peu compliqué d'expliquer sur ceci. Je n'ai pas préparé de scène appropriée pour ça. Mais si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. Vous comprendrez que c'est une façon très très intéressante de travailler parce que on peut avoir plusieurs vues de scène par exemple. Je peux par exemple transformer ceci en scene view, ok, que je vais mettre en, on va dire en 3, d'accord, et celui-ci va rester en 2. Et puis, les opérations que je vais faire, si celui-ci passe en 3 aussi, seront modifiées ou bien je va suivre celui de la 3. La 3 va suivre la 3. La 1 va suivre la 1 par exemple, etc. etc. Difficile à expliquer sans un bon exemple, mais au cas où vous aurez des questions, au cas où vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. Ensuite, en ce qui concerne l'interface, qu'est-ce que je peux montrer d'autre? Voilà, donc il y a d'autres vues, d'autres possibilités. Et puis, le palette view qui a certains matériaux préfabriqués, etc., etc. Donc, c'est ce que je pouvais vous montrer ici. Si vous avez des questions en ce qui concerne l'interface, n'hésitez surtout pas
à les mettre dans les commentaires et puis je pourrai répondre dès que j'aurai le temps. Merci.